j'ai envie de vous expliquer au tout début pourquoi ce rendez-vous ici à 15h30 ce dimanche 5 avril. On est le premier dimanche du mois et certains d'entre vous ont déjà l'habitude, le musée de la ville de Bruxelles, la Maison du Roi, comme d'autres musées à Bruxelles ou ailleurs, ont l'habitude d'ouvrir leurs portes gratuitement les premiers dimanches de chaque mois. Alors, dans la période toute particulière que nous vivons, l'équipe du musée de la ville avait vraiment le souhait de pouvoir poursuivre ce lien particulier, d'être créatif par rapport à ce qui se passe et de là cette initiative que l'exposition vienne chez vous, dans le lieu qui vous est le plus confortable cet après-midi et avec un beau soleil dehors aussi pour éclairer notre grand place. Alors, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Geneviève Van Tichelen. J'ai la chance de faire partie de l'équipe des guides du musée de la ville de Bruxelles. Et voilà, comme vous, évidemment, nous sommes tous confinés ici. Mais comme tous mes collègues, un petit clin d'œil à tous mes collègues guides à Bruxelles, dans le pays aussi, ben, ça fait plusieurs semaines que nous sommes évidemment sans travail, surtout sans la possibilité de partager souvent notre passion pour notre métier. Et donc, je voulais particulièrement remercier le musée de la ville de Bruxelles pour tout le travail accompli, voilà, pour rendre ça possible cet après-midi, le rassemblement des visuels, le côté technique, etc. Mais aussi en fait de donner l'occasion de créer le lien entre le patrimoine du musée, les guides et vous, les participants. Alors voilà, tout grand merci. Et maintenant, nous nous plongeons. Alors, nous nous plongeons dans cette grande place. Vous profitez de cette vue aérienne sur la grande place de Bruxelles. Ceux qui connaissent ou voilà, qui ont peut-être moins les bases sur notre grand place, il y a deux bâtiments phares, bien entendu. Celui face à vous, je vais prendre un petit pointeur pour faciliter la vue. J'espère que vous le voyez sur votre écran. On a l'hôtel de ville d'un côté, la Maison du Roi, musée de la ville de Bruxelles juste en face. Ce seront nos deux points de repère. Et puis tout autour, toute une série de maisons. Une partie sont des maisons de corporation, d'autres des maisons privées. Donc on comptabilise 31 maisons sur la Grand Place pour 25 façades. Voilà pour cette vue sur la Grand Place. Et nous, virtuellement, je vous emmène cet après-midi dans la Maison du Roi, ici, et même au deuxième étage de la Maison du Roi, puisque depuis un an, nous accueillons cette exposition qui est quand même assez extraordinaire, qui est entièrement dédiée à notre Grand Place de Bruxelles, puisque nous commémorons, nous célébrons le 20e anniversaire de l'inscription de la Grand Place de Bruxelles sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, vous avez devant vous cet emblème, un logo, et on peut faire un petit cocorico national puisque c'est Michel Olif. Il s'agit donc d'un designer belge qui a réalisé dans les années 70 cet emblème. Donc, où que vous soyez dans le monde, quand vous vous approchez d'un élément du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous retrouvez ce carré enserré, englobé dans le cercle. Donc, c'est les constructions humaines qui sont protégées par l'humanité. Et j'avais envie juste de resituer le tout début du principe de protéger des biens majeurs de l'humanité. Donc, vous le savez sans doute, l'UNESCO est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et il y a un événement qui va être majeur, c'est au début des années 60, il y a les temples d'Abu Simbel qui sont menacés de démolition, puisqu'il était question de construire un nouveau barrage qui mettait ces bâtiments en péril. L'UNESCO a activé tout un réseau, en fait, a connecté toute une série d'États, et donc c'est vraiment un événement mondial qui a permis de rassembler des fonds exceptionnels pour pouvoir démonter ces temples et de les reconstruire ailleurs. Et c'est cet événement qui a eu lieu tout début des années 60 qui va inciter l'UNESCO à créer un outil qu'on appelle une convention pour protéger les biens de l'humanité. Et cette convention, nous, la Belgique, nous allons adhérer, signer cette convention dans 2 ans avant 1998, donc en 1996. Alors, quand on adhère à la Convention, un pays comme la Belgique, on parle d'État partie, va proposer une liste de toute une série de monuments culturels ou naturels
qu'on souhaite en tant que pays voir protégé, reconnu comme patrimoine UNESCO. Et le premier monument qui a été protégé chez nous en Belgique, c'est notre Grand Place de Bruxelles. Alors, voilà, on a 13 monuments et sites qui sont protégés en Belgique. Un des derniers qui a été reconnu, c'est la forêt de Soignes chez nous. Voilà, alors, je vais passer au slide suivant. Oui, pour vous expliquer, c'est très bien, j'avais encore deux éléments à vous dire. Pourquoi? J'ai envie de vous poser la question. Pourquoi croyez-vous, selon quels critères est-ce que la Grand Place est protégée? Alors quand je pose ça en début de visite, tout de suite on me dit, mais bien sûr, c'est la beauté de son architecture, c'est la cohérence de cette architecture. Alors la beauté, bien entendu, mais c'est tout sauf cohérent dans le sens, plutôt que tous les bâtiments, on va le voir ensemble, ne sont pas dus à la même époque. C'est tellement caractéristique de Bruxelles, mais quelque part, c'est cette hétérogénéité d'époque qui en fait la qualité. Donc le premier critère qui a été retenu, c'est un critère d'architecture, de style architectural éclectique, pour cette qualité d'éclectisme-là. Et le deuxième critère, c'est parce que l'architecture des maisons et de l'ensemble des bâtiments de la Grand Place traduit magnifiquement l'évolution d'une ville marchande du nord de l'Europe qui s'est vraiment magnifiquement développée 15e, 16e et même au-delà. Alors, à quoi ressemblait notre Grand Place? Ah oui, alors je dois encore accepter des nouvelles personnes un tout petit moment. Normalement, je croyais que ça se faisait automatiquement, mais je vais devoir le faire. Voilà. Voilà. Alors, pendant que je le fais, je vous laisse déjà observer la maquette de la ville de Bruxelles. Donc, quand on arrive au premier étage de cette maquette, je crois que j'y suis, quand on arrive au premier étage de la ville de Bruxelles, on découvre cette magnifique maquette et c'est un outil qui a été mis en place en 2001. Pourquoi? Parce qu'on manquait de visuel. On n'avait pas encore on n'avait pas d'iconographie de la Grand Place avant le 15e, 16e siècle. Et donc cette maquette nous permet vraiment de nous plonger dans le Bruxelles du 13e siècle. Pour cette présentation, on a fait un agrandissement de ce à quoi ressemblait la Grand Place au 13e siècle. Bien entendu, on sourit, on est touché, ça n'a rien à voir avec notre Grand Place actuelle. Qu'est-ce que vous y voyez? Voilà ce qu'on appelle encore le Grote Markt aujourd'hui, c'est-à-dire le grand marché. Mais anciennement, dès le XIIe siècle, on qualifie ça de Gemene Markt. Gemene Markt, ça veut dire en fait un marché où on vendait un peu de tout. Un marché où on vendait du lait, des œufs. Voilà, je suis en train d'accepter d'autres en même temps. Voilà. Du lait, des œufs, de la laine, bien entendu. Voilà, donc un mélange de toute une série de denrées qui se vendaient dans ces deux petits étals ici au centre, des étals en bois. Qu'est-ce qu'on voit encore? Le type de construction, les chaumières. Regardez là, de très simples chaumières, souvent qui se développent sur un ou deux étages, avec un toit de chaume, un toit de paille. Mais tout à côté, nous avons aussi des fortifications comme des petits châteaux en pierre. C'est ce qu'on appelle les stenen. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, il y avait 7 familles, ce qu'on appelle les lignages à Bruxelles, qui dirigeaient la ville. Et chacune de ces 7 familles a construit un steen, et il y en avait 3 sur la Grand Place, le Zergeuskinssteen, le Meinhardsteen et le Meertsteen également. Voilà, alors, non loin de la Grand Place, il y a cette fameuse tour dont je parlerai un petit peu plus loin, c'est un beffroi, et regardez, qui est situé tout près de l'église Saint-Nicolas. Je vous ai dit qu'on estime que le plus ancien marché remonte à la fin du XIIe siècle, 1174. En fait, on parle du marché d'en bas, le Nedermarkt et le Gemene Markt. On croit qu'il y avait un premier marché ici et un autre un petit peu plus haut. La Seine n'est pas loin, regardez le pointeur, la Seine est ici en bas. Donc nous sommes déjà sur des terrains qui ont été asséchés, ce sont des anciens marécages qui ont été asséchés,
qui ont accueilli des pâturages et qui vont être convertis en lieu commercial au fil du temps. Alors, on va passer au slide suivant. Voilà, nous sommes presque 50 à rejoindre ici cette présentation. Et voici que nous montons les escaliers qui nous mènent au deuxième étage de la Maison du Roi. Et c'est dans cette salle-ci, tout à côté de la salle qui est consacrée à Manneken Pis, que nous accueillons les expositions temporaires. Et donc cette exposition ici, de Grand Place to Be, dévolue à l'histoire de notre Grand Place. Donc, qui nous accueille, c'est Saint-Michel. Saint-Michel qui est là en héros. C'est un chevalier. Est-ce que je peux demander à ceux qui nous ont rejoints de bien couper le son, s'il vous plaît, et éventuellement les caméras aussi. Voilà. Donc Saint-Michel, il est représenté en chevalier et voilà, j'admets les suivants. C'est une statue qui remonte à 1455. Saint-Michel, vous le connaissez, c'est celui qui trône au sommet de la tour de l'hôtel de ville. Donc c'est un certain Marten van Rode qui l'a réalisé en 1455. Et ce Saint-Michel, il est d'une précision extraordinaire. C'est une occasion unique, en fait, cette exposition, de le voir de près, puisque normalement, il est à 98 mètres de hauteur. Mais là, en tant que chevalier du Moyen-Âge, il y a tous les attributs qui sont représentés. Il y a même les lanières, je vais reprendre mon pointeur, les lanières de cuir qui sont représentées en métal, puisque ce sont des plaques de cuivre martelées qui sont fixées à une structure un peu comme un élément en croix. Alors au fil du temps, bien sûr, ce Saint-Michel, il a été restauré. Saint-Michel, c'est le symbole de la ville de Bruxelles, du pouvoir communal. C'est un symbole religieux également. Il incarne le bien. C'est celui qui combat le mal. Il terrasse, comme on dit, le dragon, le monstre dans ce cas-ci. Mais il y a quelque chose qui nous étonne, tant les enfants que les adultes, quand on s'approche, on se dit, comme on dit chez nous, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Regardez même ici, vous avez le visage qui a l'air d'être grossièrement sculpté par rapport à la finition du reste du corps. Alors, ce visage, il était restauré au XVIIe siècle et aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette grande différence dans la facture. Est-ce que l'artiste a eu la consigne de ne pas y mettre trop d'énergie puisqu'on allait le voir que de très très loin, ou est-ce que l'artiste avait peut-être un peu moins de compétences? Voilà, l'énigme reste ouverte en tous les cas pour nous. Il s'agit d'une girouette, ça veut dire que Saint-Michel nous protège des mauvais vents et donc voilà, il tourne en fonction du vent aussi. Alors, nous allons passer à la dia suivante et je vous invite à observer ici ce magnifique panorama de Bruxelles. On est au milieu du XVIIe siècle. C'est Martin de Tailly qui va réaliser ce panorama et qui le dédicace, comme vous le voyez, au roi d'Espagne, Philippe IV. Il y a les armoiries du roi d'Espagne, il y a la dédicace à droite également à Saint-Michel. Mais moi, ce que je vous invite surtout à observer et prendre conscience, c'est que Bruxelles était une ville magnifique au XVIe siècle. Regardez, il a peint ce panorama d'une vue, d'une hauteur. Et qu'est-ce qui rendait Bruxelles tellement belle? C'est que Bruxelles était définie sur plusieurs vallées, notamment la vallée de la Seine, la vallée du Malbec aussi. Et donc ce relief offrait vraiment des vues plongeantes sur la ville, une ville qui est complètement ceinturée par sa deuxième enceinte. Mais l'autre élément qui rend Bruxelles tout à fait exceptionnelle, ce sont des bâtiments remarquables qui ont été édifiés. Ici, ce qu'on appelle aujourd'hui la cathédrale Saint-Michel et Gudule, qui est un exemple, un joyau du style gothique. Sur les hauteurs, on va avoir le palais sur le Koudenberg qui va être embelli à partir des ducs de Bourgogne. Et puis, bien entendu, notre point de référence ici au centre, c'est la tour majestueuse qui appartient à l'hôtel de ville gothique. Et on devine même le petit Saint-Michel qui couronne la tour. Alors, on admet les suivants. Voilà. Et on va passer aux premières iconographies finalement que nous avons
de la Grand Place, tableau qui vous est probablement familier. Il date de 1615. Il nous représente une fête auquel nous sommes tellement attachés, c'est l'Ommegang. Alors l'Ommegang, c'est vraiment une fête qui nous relie à la ville d'Anvers. On dit que c'est au départ une légende et que c'est une statuette miraculeuse de la ville d'Anvers qui va être emportée par une certaine Béatrice Zoutkens vers Bruxelles, où elle va être protégée, elle va être abritée dans la magnifique église Notre-Dame de la Victoire qui va être construite au Sablon, vraiment dans les fins d'abriter cette statuette. Donc au départ, c'est un symbole religieux, d'une légende qui naît au XIVe siècle. Charles Quint vient chez nous, va poser sa cour chez nous, et il va récupérer cette fête religieuse en faisant la joyeuse entrée de Charles Quint. Et c'est ce que nous célébrons encore chaque année à la fin du mois de juin. Alors ce tableau, il fourmille véritablement d'informations pour nous. Voilà. Ce que je voudrais vous montrer, bien entendu, c'est d'abord tout le défilé. Donc nous sommes dans un des 4 tableaux présentant l'Ommegang qui a été commandé par l'archiduchesse Isabelle, qui gouvernait chez nous et qui voulait montrer à son frère, roi d'Espagne, que tout se passait bien, que les pouvoirs en place la respectaient, etc. Donc ici, on a le cortège des serments, tous ceux, l'élite finalement de Bruxelles, qui assurent la protection des Bruxellois. Mais qu'est-ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que ce tableau de 1615 nous donne plein d'informations sur les bâtiments sur la Grand Place, comment elle évolue. Alors rappelez-vous, la première représentation, notre maquette du XIIIe siècle, on est bien loin. Donc on sait qu'elle est pavée probablement à partir du XIIIe siècle et qu'elle va obtenir cette cohérence que nous voyons là dès le XVe siècle. Alors, nous sommes fictivement dans ce bâtiment-là, en tous les cas dans cet emplacement-là, la maison du roi. Alors, je m'arrête un moment sur cette maison du roi. En néerlandais, on dit het broodhuis. Et nous avons tous les deux raison, francophone, néerlandophone, on prend simplement des pages de l'histoire différentes pour un même lieu. Donc jusqu'au XVe siècle, cette halle appartenait au duc de Brabant et servait aux boulangers pour vendre leur pain. Seulement à partir du XVe siècle, les boulangers ont trouvé ça plus commode de vendre leur pain à partir du lieu de fabrication. Et du coup, le duc, qui au XVIe siècle devient roi d'Espagne, notre Charles Quint, voit s'élever juste en face de la maison du duc le magnifique hôtel de ville, et il se dit, mais moi je vais faire construire aussi l'emblème de mon pouvoir, c'est-à-dire un très beau bâtiment qu'on va appeler la maison du duc, qui va servir de centre d'administration pour gérer l'ensemble de ses territoires, ses chasses, les problèmes juridiques qu'il pouvait rencontrer sur ces territoires aussi. Alors, tout à côté, regardez, vous avez toute une série de maisons en bois. Bien sûr, les ordonnances de police existaient déjà. On n'avait plus le droit de construire des toitures en chaume, on n'avait plus le droit de réparer des maisons en bois, mais seulement les maisons en bois coûtent beaucoup moins cher que les maisons en briques ou les maisons en pierre. Et du coup, ben voilà, il y a beau y avoir les ordonnances, c'est pas forcément pour ça qu'elles sont respectées. Alors, on voit qu'il y a déjà certaines mesures qui sont prises, puisqu'on a des murs qui ont été construits entre les façades en bois, donc pour limiter la propagation en cas d'incendie. Par contre, donc je vous rappelle qu'on est en 1615, regardez de l'autre côté, nous avons déjà des premières maisons construites en pierre. Alors, pour être tout à fait exact, ce ne sont pas les toutes premières. Ceux qui connaissent déjà la maison, la Grand Place de Bruxelles, qui la connaissent bien, sur le côté est, ici à droite, vous avez une grande façade qu'on appelle la façade des Ducs de Brabant. Souvent, on croit que c'est une des façades les plus récentes. En fait, c'est la première façade qui a été élevée en pierre, à l'initiative de la ville de Bruxelles, qui a rassemblé plusieurs constructions qui appartenaient à des privés, à des corporations, qui a décidé de construire en 1441 une seule façade abritant différents îlots à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment la première initiative. Et puis, voilà, 1520, on a d'autres constructions en pierre qui arrivent, mélange entre gothique, éléments de Renaissance qui débutent déjà et qui apparaissent. Alors, cette maison-ci, les armes de Brabant, nous donnent
plein d'informations sur le type de construction en bois dans nos régions. Bon, c'est un petit peu petit probablement pour que vous observiez. Je vous explique simplement le principe d'encorbellement. Donc, chaque étage vient en saillie, en avancée par rapport à l'étage du dessous, ce qui constitue à chaque fois une protection en cas de pluie pour le bois qui se trouve à l'étage du dessous. Donc, le dernier étage est vraiment presque en porte-à-faux, d'accord? Et il va accueillir un bardage au sommet, donc protection vraiment contre nos temps de temps en temps pluvieux aussi. Voilà, on va passer au slide suivant. Alors, événement important sur la Grand Place, c'est l'incendie. On n'est pas encore dans le bombardement, il pourrait y avoir confusion. Non, non, on est 5 ans avant. Incendie sur la Grand Place. Avant de vous parler de cet incendie, on va reprendre nos points de repère. L'hôtel de ville, regardez, avec les 2 ailes qui ont été construites au XVe siècle avec la tour, bien entendu. Il n'y a encore aucune statue décorant la façade de l'hôtel de ville. Donc ces statues arrivent bien plus tard, au XIXe siècle. Une petite maison que je vous propose d'observer ici, c'est la maison de l'Étoile. Maison de l'Étoile qui possède encore un rez-de-chaussée qui n'est pas du tout ajouré. C'est une maison encore construite en bois. Donc en face, nous avons la maison du roi, voilà, qui a reçu d'ailleurs une dédicace de paix et de protection contre la peste à l'époque, une dédicace qui avait été demandée par l'archiduchesse Isabelle, une fontaine devant la maison du roi. Et alors, autre point de référence aussi, le beffroi de Bruxelles. Rappelez-vous la première maquette, je vous l'avais montré. Un beffroi, c'est voilà, un point de référence évidemment pour une ville. Il va contenir les cloches communales, cloches religieuses évidemment aussi puisqu'on est devant l'église, et ces cloches vont rythmer la vie dans Bruxelles. Et devant le beffroi, observez bien ceci, c'est le dernier des 3 stenen qui reste. Donc on a le Tergeutskindsteen, donc le steen des enfants de la famille Tsergeus. Donc on a vraiment un élément encore moyenâgeux qui côtoie d'ailleurs une maison en briques. Par contre, cet ensemble-ci, nous n'en avons pas encore parlé, c'est probablement un des plus beaux ensembles sur la Grand Place. Il avait été reconstruit, ce sont toutes des maisons de corporation qui avaient été construites en pierre au XVIIe siècle. Et c'est pourtant dans une de ces maisons, en pierre, façade en pierre, que le feu va se déployer. Alors on voit que tout le monde s'agite, s'affaire, va chercher de l'eau à la fontaine, on a des informations sur les premières lances incendie également. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à cet incendie? On va demander à un architecte, alors à l'époque, le diplôme d'architecture n'existe pas, et c'est probablement ce qui fait la richesse ici de cette proposition. C'est un homme qui va proposer de construire une nouvelle façade, mais qui est habitué à faire des décors temporaires pour des joyeuses entrées, pour des processions ou autres. Et il va nous proposer une vue tout à fait moderne d'une des façades décorant cette grande place. Donc, en quoi est-ce qu'elle est moderne pour l'époque? Il se réfère à l'Antiquité et des références gréco-romaines. Vous avez là les têtes d'empereurs, par exemple, mais il renouvelle tout à fait la conception de la présentation du pignon. Le pignon, il existe, mais il est caché par ce piédestal. Et ce piédestal vient supporter un symbole très fort pour l'époque, c'est le phénix, celui qui renaît de ses cendres, évidemment en lien avec l'incendie qui avait eu lieu un an plus tôt. Alors, regardez les sculptures ici aussi, c'est la pure ronde-bosse, on a presque envie de tourner autour de ces sculptures, donc elles sortent de la façade. Et en plus, Pierre Herbosch va faire énormément de références au propriétaire de la maison. Et qui est ce propriétaire? C'est la Corporation des Archers. C'est Apollon qui tire à l'arc à flèche sur le Python, c'est un carquois et d'autres flèches aussi qui sont représentées dans la porte d'entrée. Nous l'appelons aujourd'hui la Louve. L'ancien nom c'était le Loup, ça devient la Louve puisqu'on a la sculpture de la Louve allaitant Romulus et Rémus, donc le symbole de la fondation de Rome. Alors, 1695, nous sommes en plein bombardement.
Ce tableau, on ne connaît pas le nom du peintre, mais c'est une véritable mine d'or pour nous d'informations et une véritable photographie aussi. Alors je regarde si il y a encore des personnes à accepter ici. Voilà. Alors, dans l'exposition au deuxième étage, ce tableau est encadré par deux bustes. D'un côté, nous avons le buste de Louis XIV, roi de France, et de l'autre, de Victor Emmanuel de Bavière, qui est notre gouverneur à l'époque et qui représente le pouvoir espagnol chez nous. On fait partie des Pays-Bas méridionaux. Alors, ils sont en conflit, mais Victor Emmanuel de Bavière, il n'est pas tout seul. L'Espagne fait partie de la Ligue d'Augsbourg. Ce sont, comme tous des coalisés, qui s'oppose depuis 8 ans à Louis XIV, aux velléités d'agrandissement des territoires de Louis XIV. Et en fait, c'est vraiment toute une série d'États de l'Europe qui forment ces coalisés. On a bien sûr le Saint-Empire germanique, on a l'Angleterre, on a le Portugal, on a la Suède, le Danemark, etc. Donc on est en nombre. 8 ans de guerre. Bien sûr, il y a toute la question autour de la ville de Namur qui se pose là, mais on sait qu'il y a une lettre de Louis XIV qui va arriver au représentant de Louis XIV, qui est le maréchal de Villeroy. Et dans cette lettre, Louis XIV aurait stipulé qu'il demande au maréchal de Villeroy de faire un coup d'éclat pour montrer sa puissance. Mais il laisse le choix au maréchal de Villeroy de bombarder la ville de Gand ou de bombarder la ville de Bruxelles. Et le maréchal de Villeroy va choisir la ville de Bruxelles, probablement puisque c'est la capitale des Pays-Bas méridionaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? 13, 14, 15 août 1695, la ville va être en feu. Et vous voyez ici tous les boulets de canon qui arrivent en masse, pas uniquement sur la Grande Place, c'est vraiment un tiers de Bruxelles qui va brûler. Vous devez imaginer ça aujourd'hui comme si c'était tout le territoire entre l'église Notre-Dame de la Chapelle et la place de Brouckère qui va brûler. Nous, on est encore étonnés aujourd'hui de se dire, mais comment ça se fait qu'on nous parle si peu de ce fait historique-là de 1695? Alors, il y a 3 hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu très peu de victimes? Heureusement, mais les gens ont eu le temps de se protéger dans les hauteurs, sur les hauteurs de Bruxelles, du côté du Coudenberg ou ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on a reconstruit très vite? C'est possible. Ou, ce qui est plus probable, c'est parce que cet événement-là n'a pas eu des conséquences historiques déterminantes. La guerre va se terminer 1 an plus tard. Les deux parties sont essoufflées au niveau économique, tout simplement. Alors, sur ce tableau, nous voyons donc toujours l'hôtel de ville, la maison de l'Étoile, bien entendu. On a parlé du beffroi et de la maison du roi aussi. Et ce feu qui est vraiment un énorme brasier, on voit qu'il y avait beaucoup de vent. On raconte qu'il a plu seulement le 15 août à 17 heures et que c'est ça qui a permis de calmer cet incendie. Alors, les façades vont résister, en pierre vont résister, de l'hôtel de ville, de la maison du roi. Je vous montre tout de suite ce qui va suivre. Voilà, au lendemain du bombardement, ce qui reste de notre Grand Place. Alors, c'est un certain Augustin Coppens, un jeune bonhomme, un jeune peintre qui a tout perdu dans ce bombardement, qui va aller sur la Grand Place, entre autres, et va faire toute une série de croquis. Il réalise 17 dessins. 17 dessins qui vont être transposés sur des plaques de cuivre et qui vont être diffusés partout en Europe et qui vont diffuser ainsi l'information des catastrophes infligées par les coups d'éclat de Louis XIV. Alors, où est-ce que vous vous situez, vous? Eh bien, c'est comme si aujourd'hui, vous sortiez des Galeries Saint-Hubert. Vous voulez vous diriger vers la Grand Place, vous prenez la rue de la Colline, mais il n'y a plus de la rue de la Colline. Tout a été démoli. Vous arrivez directement sur la Grand Place, il reste la façade latérale de la Maison du Roi, la toiture a disparu, un morceau du beffroi, mais le couronnement n'existe plus, l'hôtel de ville, la façade est toujours là, et regardez cette fameuse maison, la Louve, ainsi que le renard, le sac aussi,
il n'en reste que des toutes petites parties de la façade. Le steen a complètement disparu aussi. Alors, changement de vue, nous sommes en 1714, même pas 20 ans après le bombardement, et voilà que Bruxelles et la Grand Place renaît véritablement de ses cendres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, notre gouverneur, Victor Emmanuel de Bavière, il va prendre des mesures assez drastiques. Première mesure qu'il prend pour réagir, c'est qu'il va faire bloquer tous les prix des différentes marchandises et des matériaux. Il débloque aussi la possibilité de pouvoir faire des abattages supplémentaires en forêt de soigne. Et troisième mesure qu'il prend, c'est qu'il donne l'autorisation aux corporations d'autres villes de venir soutenir la reconstruction des maisons ici à Bruxelles. Et grâce à ces différentes mesures, mais grâce surtout au héroïsme quelque part des corporations et de tous les privés, eh bien, en 5 ans de temps, notre Grand Place est tout à fait reconstruite. Et on la voit ici dans toute cette animation. Animation, c'est un marché. Alors observez ici, il y a des gens qui viennent du quatre coins du monde, il y a vraiment des vêtements très orientaux ici, vêtements plus simples, donc on a les différentes couches sociales qui sont représentées, animation théâtrale au cœur de ce marché également. Alors ce sera la dernière fois que nous allons voir apparaître ce fameux beffroi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, effectivement, il a été reconstruit. On y a replacé des cloches, mais probablement qu'on a mal mesuré le poids de ces cloches. Et en 1714, c'est comme ça qu'on arrive à dater le tableau aussi, ce beffroi va s'écrouler pour la 3e fois et on va décider de ne plus jamais le reconstruire. Donc je vous rappelle qu'il est placé au bout de la rue Aubert, devant l'église Saint-Nicolas. Alors nous observons ici cette série de maisons. Ce sont toutes des maisons de corporation parmi les plus belles de la Grand Place. On retrouve ici la maison voilà, des Merciers, de la maison des Merciers au roi d'Espagne. Mais c'est la première fois que vous voyez le roi d'Espagne. Rappelez-vous, c'était le Steen ici avant. Et c'est une maison qui est plus large par rapport à ses voisines. On a utilisé 2 lots pour édifier cette construction abritant la corporation des boulangers. Alors, c'est un véritable champ du cygne puisque voilà, toutes les corporations ont vidé véritablement leur trésorerie pour pouvoir édifier, reconstruire leur maison, leur lieu de pouvoir et de représentation aussi. Alors, on va poursuivre. Voilà. Alors, ces dessins sont très, très importants. Ils vont être fondamentaux dans une restauration qui va avoir lieu à la fin du 19e siècle. Donc, on les appelle les dessins de Rons. Et de Rons a détaillé chacune des maisons de la Grand Place en stipulant parfois au sommet de ces maisons et de ces dessins quelle corporation habite dans quelle maison. Et nous avons ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une série de maisons, essayez de la situer, donc nous sommes face à la maison du roi, c'est toutes les maisons à droite, entre la rue des Harengs et la rue de la Colline. Vous voyez que ce sont des maisons qui sont quand même un petit peu plus sobres, plus simples, mais une maison de corporation se distingue, c'est la maison des tailleurs, plus richement ornée avec Saint-Boniface et Sainte-Barbe qui décorent le rez-de-chaussée. Donc voilà, foule de détails qui vont être extrêmement précieux pour une restauration ultérieure. Alors, la qualité est un peu moindre, mais le style était quand même important. Voici le dessin justement de Rons qui représente la maison des ducs de Brabant. Notre gouverneur, à l'époque de la reconstruction, donc après le bombardement, il avait le souhait d'uniformiser la Grand Place, d'avoir plus d'unité dans les constructions. Et il voulait prendre comme modèle la façade des ducs de Brabant. Seulement, à l'époque, on n'avait pas d'outils pour imposer ça. Ça reste toutes des propriétés privées. Et du coup, on l'a bien vu, la richesse de cette Grand Place, c'est justement que chacune des corporations, que chacun des propriétaires a voulu se différencier et orner et
voilà, enrichir de son identité sa façade. Donc il ne va pas avoir gain de cause. Par contre, la maison des ducs de Brabant va bien être reconstruite et vous devinez ici, malgré la qualité du visuel, des ducs de Brabant qui sont représentés là. Alors, c'est une photo que je trouve même très touchante. C'est probablement la plus ancienne photographie que nous possédons qui nous représente l'hôtel de ville de Bruxelles. On est en 1850, donc on est 20 ans après l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel de ville est dans un état catastrophique et c'est la même chose pour les maisons de corporations tout autour. Regardez, beaucoup de pignons n'ont plus du tout été entretenus. C'était le très beau pignon ici de la Louve qui a été complètement simplifié. Alors, pour ça, il faut faire vraiment un petit peu un bond dans le temps. 18e siècle, on va passer des Habsbourg espagnols aux Habsbourg autrichiens, avec toute la problématique, notamment dans le pouvoir de Joseph II, de la remise en question de toute une série d'institutions. Et ça amène de la révolte qui va s'exprimer notamment sur la Grand Place. Puis 1793, l'esprit révolutionnaire français arrive chez nous. Tout ce qui est symbole de pouvoir, notamment les bustes des ducs de Brabant, vont être cassés. Donc la Grand Place va être vraiment endommagée à ce moment-là. Mais surtout, après cette Révolution française, toutes les maisons de corporation vont devenir des biens nationaux qui vont être vendus, vente publique. Et donc, ce sont des privés qui deviennent propriétaires et qui très vite vont se rendre compte qu'ils n'ont plus du tout la possibilité d'entretenir la richesse de ce décor-là. Donc, il y a vraiment eu un laisser-aller incroyable. Et en même temps, voilà, on voit les premiers échafaudages ici en 1850 sur l'hôtel de ville. Donc, c'est un premier signe d'espoir que 20 ans après notre début de la Belgique, on commence à se dire, attention, c'est notre patrimoine, il doit exprimer notre identité nationale. Et cette idée de nationalisme dans le sens positif, d'adhérer à une nation et d'utiliser, de chercher des figures, des héros pour qu'on se sente plus belge, va s'exprimer sur notre Grand Place, à travers des monuments de Tserclaes, à travers toutes les sculptures qui vont orner à la fin du 19e siècle aussi l'hôtel de ville. Alors ça, c'est le côté très positif. Regardez, sur cette photo, vous découvrez encore la maison de l'Étoile. Eh bien, figurez-vous qu'en 1850, c'est la même année, on va pour la première fois volontairement démolir une maison sur la Grand Place. Pourquoi? Parce qu'on veut faciliter la circulation et que certains souhaitent avoir une oblique, une circulation plus aisée et élargir la rue qu'on connaît aujourd'hui comme la rue Charles-Bus. La maison de l'Étoile va être démolie et la réaction ne va pas se faire attendre. Voilà un tableau qui date de 1878 d'Albert Rosenbaum. Vous devinez entre l'écart ici devant l'hôtel de ville que la maison de l'Étoile n'est plus là, hein, une largeur qui est supplémentaire. Alors, Albert Rosenbaum, c'est un peintre qui a plutôt l'habitude de faire des portraits de dames, des élégantes de la fin du 19e siècle. Il a pris l'excuse du marché aux fleurs pour définir les très beaux vêtements, les tournures, les chapeaux de ces dames, etc. Mais pour nous, à nouveau, c'est une source d'information sur l'évolution du bâti. Voilà, l'hôtel de ville renaît de ses cendres, on retrouve la splendeur de l'élan de la tour de l'hôtel de ville, Saint-Michel qui couronne, et on devine les restaurations qui ont déjà eu lieu, ici sur les façades à l'arrière, mais attention, la coupole de la maison du roi d'Espagne n'est toujours pas présente. Alors, autre photographie de cette fameuse maison du roi. On pourrait faire un jeu des 7 erreurs entre la maison du roi dans laquelle nous sommes virtuellement cet après-midi et celle-ci. Donc je vous ai dit que c'était la maison du duc au départ, qu'il va y avoir une transformation en centre d'administration aussi, et cette maison du roi va être vendue en particulier en 1810. Un marquis qui ne va pas l'entretenir, et la ville de Bruxelles en 1860 va décider de la sauver en la rachetant.
Seulement, la maison du roi est dans un état pitoyable. Et on va interroger l'architecte en chef de la ville de Bruxelles, Pierre-Victor Jamard, pour savoir s'il y a moyen de sauvegarder cette maison du roi. Et prenant conseil, il va estimer qu'il vaut mieux démolir la maison du roi et édifier une copie. Pourquoi? Rappelons-nous qu'on est sur des terrains marécageux, que la maison du roi avait été construite sur toute une série de pieux et qu'il y avait vraiment une menace d'écroulement. Alors on va prendre voilà, les modèles de toutes les sculptures, etc. Et on va reconstruire dans le dernier tiers du 19e siècle la maison du roi, mais presque plus belle qu'avant, en y ajoutant des éléments qui étaient prévus sur les plans de départ, mais qu'on n'avait pas eu le temps de construire au XVIe siècle. Voilà. Alors vous retrouvez aussi, je reprends mon pointeur, vous retrouvez la statue d'Egmont et Horn qui ornait avant l'avant de la maison du roi et qui était déplacée maintenant sur le très joli square du Sablon. Alors, je vous ai cité le nom de Pierre-Victor Jamard. C'est un des noms incontournables de cette résurrection de la fin du 19e siècle de notre Grand Place. Et c'est le bourgmestre de l'époque, Charles Bulls, qui va offrir cette statuette réalisée par un sculpteur belge, Julien Dillens, au moment de la prise de retraite de Victor Jamard. Alors on a une allégorie qui nous présente d'un côté l'ancienne maison du roi et de l'autre, avec la main gauche, la nouvelle maison du roi. Et il y a évidemment tout un style encore Art Nouveau puisqu'elle date de 1898. Voilà une autre photo assez intrigante. On est en 1880 et je ne sais pas si ça vous frappe, mais on a une idée de blancheur qui domine. Alors avant d'accueillir l'exposition de la Grand Place au deuxième étage, certains peut-être d'entre vous se rappellent être venus voir l'exposition qui avait rencontré beaucoup de succès aussi, consacrée à Baudelaire, Charles Baudelaire à Bruxelles. Alors il avait tellement décrié Bruxelles, mais il y a une chose devant laquelle il restait ébloui pendant tout son séjour, c'était notre Grand Place. Et il parlait toujours de la blancheur de notre Grand Place. Alors on trouvait ça étonnant, nous qui sommes subjugués par le côté très brillant et de l'or. Eh bien, quand on voit cette photo, on comprend la remarque de Charles Baudelaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le XVIIIe siècle est passé par là. Le XVIIIe siècle, tout ce qui est baroque, flamand, surcharge décorative, c'est de trop. Et on va donner un côté uniforme, plus classique, en enduisant chacune des façades. On remarque aussi que tous les rez-de-chaussée sont vraiment des rez-de-chaussée commerciaux. Donc, il devait y avoir voilà, toute une série de petits commerces qui animaient cette grande place au quotidien. On voit très bien que les pignons ne sont pas entretenus non plus. Tout ça, c'est fort simplifié. Regardez l'état du roi d'Espagne ici à gauche également. Donc, je vous rappelle, 1880. Toujours la même date. Activité de marché qui continue. On a vu le marché aux fleurs, il y avait le marché aux fruits et légumes chaque matin, et puis le dimanche matin, fin du 19e siècle, le fameux marché aux animaux, qu'on va souvent qualifier le marché aux chiens, puisque les Bruxellois étaient connus pour faire tirer leurs chariots, leurs petites charrettes à bras, soit tirées par les chiens. Et cette scène est située donc devant la maison des ducs de Brabant qui a été donc restaurée. Alors, personnalité incontournable à qui l'on doit vraiment toutes les bases de la protection de la Grand Place, c'est notre bourgmestre Charles Bulls. C'est une personnalité politique vraiment fondamentale, il était libéral, il va consacrer son majorat à la défense de l'urbanisme à Bruxelles, à la défense de l'enseignement aussi qui lui tenait tellement à cœur. Et c'est Charles Bulls qui va définir un outil extrêmement précieux qui est encore utilisé aujourd'hui. Alors, il devient bourgmestre en 1881 jusqu'en 1899, donc c'est pour ça qu'il marque vraiment ces 2 décennies. Et qu'est-ce qu'il définit? C'est une servitude de vue à partir de l'hôtel de ville. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument restaurer et sauver cette grande place. Mais il n'avait pas de moyen d'imposer ça aux différents propriétaires privés. C'est pourquoi il a défini cet outil légal qui lie les différentes parties à la ville de Bruxelles
La ville de Bruxelles s'engage à couvrir les frais de la restauration et les autres parties, évidemment, doivent répondre à d'autres devoirs et aux obligations. Mais du coup, il a un moyen éventuellement d'expropriation si on ne respecte pas certains critères. Et cette servitude de vue à partir de l'hôtel de ville est encore toujours utilisée aujourd'hui pour les différentes restaurations. Alors je vous dis vraiment, c'est la base. C'est la base parce que c'est grâce à ce travail de fond qui a été opéré pendant une trentaine d'années par Charles Bulls qu'on va obtenir les premiers classements de l'hôtel de ville de la Maison du Roi vers 1930, 1935. Et puis ces classements vont être élargis dans les années 70, en 2002, jusqu'à la reconnaissance de 1998 patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Charles Bulls, personnalité incontournable. Et puis plongeons dans le XXe siècle avec cette affiche publicitaire, un soleil qui se lève radieux sur une grande place complètement restaurée. Alors, c'est une invitation évidemment à avoir voilà, un public international qui vienne découvrir à l'occasion de l'exposition universelle cette grande place grande place de Bruxelles, vraiment qui a retrouvé son éclat. Alors, XXe siècle, il ne s'est pas passé grand-chose dans les premières décennies du XXe siècle. On bénéficiait évidemment de tout le travail qui avait été fait en profondeur par les hommes de la fin du XIXe siècle. On peut quand même pointer la maison du Cornet qui a été complètement restaurée au XXe siècle, une grande restauration pour la façade des Ducs de Brabant et une grande partie de l'hôtel de ville aussi. Nous en avons été témoins. Mais après, eh bien, c'est le XXIe siècle. XXIe siècle, voilà que nous sommes reconnus comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on a cette reconnaissance-là, on a un duo qui doit marcher de pair. C'est la ville et la région qui ont le devoir de gérer ce patrimoine, de le sauver et d'en faire la valorisation. Alors, du coup, il y a un plan de gestion qui a été mis en place et qui a fait que toute une équipe de restauration est partie analyser chacune des maisons de la Grand Place. À partir de 2004, chacune des maisons a été analysée et on s'est rendu compte qu'il était urgent d'entamer des nouveaux travaux de restauration. Alors, restauration qui a été très très lourde pour certaines façades. La politique générale pour laquelle on a opté, c'est de travailler par lot. Vous l'avez vécu certainement. Donc, ces façades qui ont été cachées par des grandes bâches pour garder quand même l'idée d'unité le temps des travaux. Mais l'idée de travailler par lot, c'est parce que, ou sinon, économiquement, ça fragilisait vraiment chacune des maisons, puisque voilà, une restauration peut demander, peut prendre de 6 à 1 an. Donc ça prend beaucoup de temps, ça isole la maison et au niveau des commerces, ça peut être compliqué. De là, le travail par lot. Donc la ville de Bruxelles, possède 6 maisons sur la Grand Place, en plus de l'hôtel de ville de la Maison du Roi. Tout le reste, ce sont des particuliers. Le CPS de la ville de Bruxelles possède une maison également. Alors on voit ce travail ici, ce travail restauration des sculptures, on va sauver, restaurer tout ce qu'on peut, on va compléter les statues manquantes en fonction des archives dont on dispose. Quand on a connaissance des éléments anciens, on les retraduit. On utilise du mortier, de la pierre de ville, de la pierre de Gobertange en fonction des besoins aussi. Et puis, bien sûr qu'on a vu rebriller cette grande place. Cette grande place c'est vrai que c'est de la feuille d'or, c'est de la feuille d'or, de l'or pur qui est utilisé, c'est de la feuille d'or qui vient d'Italie. C'est le seul élément qui permet de résister aux intempéries chez nous. Et donc, cette feuille d'or, elle couvrait au départ essentiellement les maisons de corporation jusqu'en 1958. Et à l'occasion de l'exposition de 1958, la décision a été d'élargir l'utilisation de la feuille d'or pour embellir davantage la Grand Place de Bruxelles. Alors, toute cette équipe de restauration a dû prendre la décision, est-ce qu'on restaure les maisons selon le plan avant 1958 ou après 1958? Et l'option a été prise d'être dans la continuité et donc de mettre de la feuille d'or sur l'ensemble de ces maisons de corporation. Alors, on arrive ici
à ce dernier slide, euh, où nous retrouvons toute la beauté de cette grande place qui aujourd'hui bénéficie depuis quelques années, maintenant depuis 2012, d'un plan lumière qui permet de la voir, de découvrir tous ces détails aussi dans une ambiance festive, dans une ambiance nocturne. Alors bien sûr que ce Grote Markt, cette grande place, la première vocation de marché, elle n'est plus tellement existante. Il y a de temps en temps un petit étal, un petit marché de fleurs, mais la fonction qui prédomine, c'est une fonction de rassemblement. Elle symbolise voilà, quelque chose de très fort pour les Bruxellois, pour les Belges, pour tous les touristes qui viennent la voir. Ce n'est pas uniquement un objet touristique, c'est vraiment le cœur ardent de notre pays, avec toute la beauté et toute la diversité aussi de son architecture. Alors, on souhaite de la voir belle, mais vraiment du sapin de Noël en hiver, jusqu'au tapis de fleurs qu'on découvrira, je l'espère, au mois d'août, ici en 2020. En tous les cas, j'espère qu'elle va scintiller, qu'on va continuer à s'émerveiller de ce patrimoine qui a été voilà, préservé grâce au combat et au dévouement finalement de toute une série de personnes. Voilà, je vais terminer là dans la présentation. Alors, je vais vous rejoindre au niveau de voir s'il y a des questions parmi vous, peut-être des remarques aussi. Alors, donc je lis en même temps que vous. Alors, qui a habité et habite encore sur la Grand Place? Qui habite sur la Grand Place? Donc, j'y ai répondu en partie, en fait, c'est vrai. Donc, je vous disais qu'au niveau des propriétaires, donc on rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours de route, il y a 31 maisons sur la Grand Place, 25 façades différentes, et ça se comprend parce qu'il y a des façades doubles. Il y a toute une série de particuliers qui sont propriétaires. Donc, parmi ces 31 maisons, il n'y en a que 6 qui appartiennent à la ville de Bruxelles. Pour le reste, ce sont des particuliers. Alors, dans ces particuliers, vous avez des banques, il y a un hôtel sur la Grand Place aussi, il y a toute une série de commerces, mais il y a aussi des appartements et des familles qui habitent sur la Grand Place de Bruxelles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, c'était plutôt des questions d'ordre pratique, je vois, mais je crois qu'au fur et à mesure, on y a répondu. Voilà, des merci. Alors, pourrais-tu rappeler à quoi servait le steen qui était sur la Grand Place à l'emplacement du roi d'Espagne? Oui. Alors, ces personnes nous ont probablement rejoints au fil de la visite. Donc, il y avait 3 stenen, je vais vous les situer. Un premier steen, le Maenartsteen, qui se trouvait du côté de la maison des ducs de Brabant. Donc, je reprends mon curseur et par rapport à la photo que vous avez là, la maison du duc de Brabant se trouve là à gauche. Le steen Meert se trouvait à la hauteur de l'horloge qui appartient à l'hôtel de ville de Bruxelles. Et le 3e steen se trouvait vraiment à l'angle de la rue Aubert. C'est là où il y a le roi d'Espagne aujourd'hui. Et pour rappel, c'était des maisons, des petits châtelets, des maisons fortifiées qui appartenaient à ces 7 familles nobles de Bruxelles qui ont dirigé Bruxelles pendant voilà, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. J'espère avoir répondu ainsi à la question. Voilà, je ne vois plus d'autres questions pour le moment. J'aurais juste envie de vous voir tous. Alors, ce sera dans les semaines à venir. Donc, je vous remercie vraiment parce que vous avez été nombreux à suivre cette présentation. On se rejoindra de cette façon créative-ci ou voilà, face à face. Mais je vous souhaite voilà, tout le meilleur pour les semaines à venir et au plaisir de se recontacter dans les semaines à venir. Et encore merci à toute l'équipe du Musée de la Ville de Bruxelles d'avoir organisé tout ça.